Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour mène ses actions au sein du Conseil national de Monaco et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où elle vient d'être élue présidente de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination. Reconnue pour son engagement, elle donne sa voix en faveur des femmes, de la famille, de l'égalité et pour un futur plus inclusif. Bonjour Béatrice Fresco-Rolfo. Bonjour Geneviève. Est-ce que ça te va, les femmes, la famille, l'égalité ? Est-ce que pour toi ça couvre tes priorités ? Oui, quand je me suis engagée en politique, j'avais envie de faire tout ça. Alors oui, actuellement, la commission que j'ai au Conseil national couvre tous ces aspects. Alors oui, je dois avouer que je m'épanouis assez. Tu dis je m'épanouis en traitant tous ces sujets. Est-ce que c'est important, quand on s'engage, de trouver une satisfaction dans ce qu'on défend, de voir comment ça avance ? Est-ce que c'est important ? C'est important. Oui, c'est très important. Dans tout ce qu'on fait, je crois même dans la vie de tous les jours, quand on a un résultat, c'est ce qui nous motive. En fait, la motivation, c'est d'obtenir quelque chose, d'arriver à un résultat, de rendre des gens heureux, d'améliorer leur situation. Et ça, évidemment, ça nous guide tous les jours, pour moi en politique, mais pour moi dans la vie de tous les jours. Oui, parce qu'on en parlera tout à l'heure, hein, tu n'es pas que parlementaire, tu es aussi une femme solidaire. Puisque tu as repris les rênes de l'association de l'œuvre de Sœur Marie. C'est quand même important. Ça dit aussi que Béatrice Fresco-Rolfo, elle a conscience que elle peut faire des choses pour les autres. Les deux sont liés. L'engagement politique et l'engagement caritatif sont liés. Je crois que quand on s'engage d'un côté comme de l'autre, on a envie de se mettre au service des gens. Mais je dois avouer que l'œuvre de Sœur Marie et notre but, ce que l'on fait, c'est venir en aide aux aînés. Je dois avouer que c'est un moment exceptionnel dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne, parce que on voit les résultats. En fait, quand on aide ces personnes, on voit tout de suite un résultat, on voit un mieux vivre, on voit un mieux être. Et bon, je vous avoue que je pourrais rester des heures sur cette association parce que, évidemment, ça me prend la moitié de mon temps et j'ai des bénévoles exceptionnels, un conseil d'administration dévoué. Donc, c'est merveilleux. C'est une très belle expérience, une très belle aventure. Oui, mais il y a une petite différence. Hein. Je t'écoute et je me dis, alors en politique, ça doit pas être la même chose quand même. Tu dois pas voir les résultats tout de suite, partout, tout le temps. Non, malheureusement, on doit convaincre des gens et des gens. C'est ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent. Hein. La politique, c'est une école de persévérance quand même. Oui, on doit convaincre nos collègues d'abord que notre cause est juste, que si on a envie d'aller sur tel ou tel sujet, c'est parce qu'on a pensé, enfin moi j'ai pensé que probablement il y aurait un problème. Donc déjà, il faut convaincre nos collègues. Et ensuite, il faut convaincre en face. Et quand je dis en face, ce sont les services du gouvernement, le gouvernement lui-même, d'accepter qu'on puisse agir à ces niveaux-là ou sur ces sujets. Mais quand on t'écoute en séance publique, et je pense qu'il y a de nombreuses occasions pour t'écouter en séance publique, mais quand on t'écoute en séance publique, parfois on se dit oui, en fait, ça tombe sous le sens, parce que les thèmes de société sur lesquels tu t'exprimes sont des thèmes, ou en tout cas les avancées dont tu fais la promotion, ce sont des avancées qui existent ailleurs. Donc on se dit oui, après tout, pourquoi on n'y est pas ? Là, ça renvoie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ouais. Et c'est justement là, quand on discute avec nos collègues étrangers, qu'on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques qui sont faites à l'étranger et qu'on peut mettre en place à Monaco. Et en effet, ça existe souvent ailleurs et pas encore en principauté. Ouais. Et nous, on pousse pour que ce soit mis en place. Parce que ça marche à l'étranger, donc ça devrait marcher chez nous et améliorer la situation de personnes. Il y a peut-être toujours moi j'appelle ça la façon monégasque de le faire aussi, parce que notre communauté est peut-être pas hyper identique à ce qu'on peut trouver ailleurs, ne serait-ce que parce qu'elle est petite. Est-ce que tu penses que tous ces thèmes, et on parle, alors je peux parler des foyers monoparentaux, mais pas seulement, hein, on peut parler de l'homosexualité, on peut parler de l'union de personnes de même sexe, il y a quand même des choses. Est-ce que tu penses que la taille de notre communauté permet cette ouverture-là ? Je pense que oui. Moi, je
Je crois profondément que les Monégasques, notre communauté est très ouverte sur ces sujets. Je ne vois pas, je ne constate pas de haine ou de propos qui seraient homophobes très fortement. Je ne les ai pas encore vécus, je ne les ai pas vécus en principauté, de la même manière que mes collègues à l'étranger ont pu le vivre. Parce que c'est ça aussi, le fait d'être au contact de la PCE et de ses collègues de cette commission qui sont sur ces thèmes-là, parce que au sein de plus des 40 pays qui sont autour de la table, il y en a qui sont dans des pays dans lesquels on souffre sur ces sujets. On souffre beaucoup. Il y a beaucoup de souffrance dans certains pays. Donc là, on parle vraiment des droits LGBTI et même des familles homoparentales. Et je vois qu'il y a et puis un resserrement en fait. Il y a des choses qui commencent à se resserrer dans plusieurs pays, qui laissent beaucoup de mes collègues complètement désabusés, qui ne savent plus comment faire, avec des retours en arrière. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas de retour en arrière, mais parce qu'on n'avait pas encore beaucoup avancé. Donc je crois finalement, que c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce qu'on va pouvoir avancer tranquillement. Et je dis toujours, marche après marche, on va monter l'escalier ou on va monter à l'étage, mais on va y arriver petit à petit. Oui, parce que tu dis marche après marche. Alors ça me donne l'occasion de rappeler que tu es conseillère nationale depuis 2013. Donc, oui. Oui. Un bail. Oui. Non, mais ça veut dire, on parlait de l'école de persévérance il y a quelques instants dans la conviction, mais rester engagé en politique pendant plus de 10 ans, c'est déjà quelque chose. Alors, oui, et en même temps, il y a un souci, c'est qu'à chaque fois, je trouve un nouveau sujet. Et je me dis à chaque fois, quand je n'aurai plus de bataille à mener, je jette l'éponge. Mais à chaque fois, je me dis, je veux faire avancer quelque chose. Et donc, à chaque fois, je persévère et je me remotive et je reste convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer. Oui, alors, ça, évidemment. Mais quand tu me dis, je me remotive, etc., moi, j'ai envie de te poser la question, déjà, d'où vient cette motivation? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant envie de faire avancer les choses. Et surtout, la deuxième chose que j'ai envie de te demander, c'est comment tu fais pour tout faire? Parce que tu as parlé de l'œuvre de Sœur Marie juste avant. Tu as quand même une famille aussi. Enfin, les journées de Béatrice Fresco-Rolfo, elles ont 24 heures comme celles de tout le monde, quoi. Elles sont très longues, c'est vrai, elles sont très longues, mais je ne suis pas la seule. Parce que c'est vrai qu'au Conseil national, nous sommes beaucoup, il y en a beaucoup qui ont des activités professionnelles en plus qui sont prenantes. Mais bon, c'est vrai que bon, je me lève tôt le matin et je me couche tard le soir, un peu comme tout le monde dans la vie. Et la motivation, c'est toujours, quand on a ces journées qui sont extensibles au possible, c'est je vais finir quand même ce que j'ai fait. Puis on a un mandat de 5 ans. Donc, il faut essayer de faire passer ces sujets pendant les 5 ans. Et quelquefois, on trouve une nouvelle bataille à mener 2 ans avant l'échéance. Donc, ça donne très peu de temps. J'ai aucune perspective dans la tête. Est-ce que 5 ans pour faire avancer un dossier, c'est long ou pas? Ça dépend des dossiers. Alors, je peux pas dire que ce soit long, pas long. Il y a eu des choses que j'ai demandées dans mon premier mandat qui ont été obtenues dans le second. Donc, oui, c'est long. Oui, c'est long. Ma question, c'était plutôt, est-ce que ça te donne suffisamment de temps ou pas? Parce que là, tu parlais des sujets dont tu t'empares dans un mandat ou au cours d'un mandat. Donc ça, on imagine qu'effectivement, c'est un peu court. Mais quand on commence un mandat de 5 ans avec un sujet en tête, moi, j'avais dans la tête j'imaginais que 5 ans, ça suffisait. Alors, tu es en train de me dire que non. Ça dépend des sujets. C'est toujours la même chose. Ça dépend des sujets. Et quand ce sont des avancées sociétales, c'est un peu plus compliqué parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelquefois, la population, notre communauté n'est pas vraiment prête. On va essayer de leur expliquer qu'on n'est pas en train de changer tout un système, mais que il y a des droits sociétaux et des droits sociaux à obtenir pour certaines personnes. Il faut s'adapter, en fait. Voilà. Est-ce que là aussi, notre société, c'est un grand mot parce que notre communauté, est-ce qu'elle sait s'adapter, selon toi? Moi, j'ai confiance. Moi, je pense qu'elle s'adapte. Moi, je pense que. Mais ce qui est étonnant, c'est que en parlant avec les plus âgés, les personnes les plus âgées de notre communauté à des réunions politiques, c'était ces personnes-là qui étaient plus engagées sur un changement, sur
on accueille toutes ces communautés, il n'y a pas de problème, il faut avancer sur ces sujets, ça sert à rien de rester ancré sur des idées vieillottes. Donc c'est quelquefois nos aînés qui sont plus enclines à les femmes aussi, qui sont plus enclines à l'évolution. Alors là, on touche un sujet qui m'intéresse. Quand tu dis les femmes, il y a une vraie différence entre les femmes et les hommes sur les sujets sociétaux, dans la sensibilité? Peut-être dans la sensibilité parce que ces femmes qui étaient un peu plus âgées, elles ont eu à se battre un peu plus pour obtenir ce que nous on considère comme acquis. Tu veux dire nos mamans, nos grands-mères. Exactement, avec le droit de travailler, le droit au compte en banque, mais ça date d'il n'y a pas longtemps tout ça. Donc ces femmes, elles ont vécu toutes ces difficultés. Nous, c'est garanti, c'est du pain béni. Bon, on est né avec, donc tout va bien. Mais elles sont plus enclines à voir les choses avancer parce qu'elles ont vécu avant des choses pas faciles. Ben oui. Toi qui as 2 filles, est-ce que c'est présent dans votre chemin commun? Est-ce que tu leur parles de cet avenir et de ces évolutions qui sont encore nécessaires? Est-ce que vous avez des discussions comme ça politiques à la maison? Oui, enfin, moi, je leur parle un peu de ce que je fais et je sais que j'ai leur soutien des deux. C'est pas un souci, mais ce qui est étonnant, c'est que la plus jeune, qui a 22 ans, sera plus motivée sur les droits des femmes, sur les droits LGBTI. C'est quelque chose qu'elle porte en elle. C'est une génération qui ne comprend pas cette discrimination. Hein. Ah, complètement. Elle ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas entendre qu'il y ait un problème. Comme le racisme, c'est la même chose. Pour eux, c'est incompréhensible. Voilà. Pour elle, il n'y a pas de race, parce que c'est d'ailleurs, on le dit, il n'y a pas de race. C'est l'humanité dans son entièreté. Ouais. Ça, elle l'a pris, elle l'a intégré, et pour elle, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que mon aînée pense pas pareil, mais les discussions seront plus dynamiques avec la plus jeune. La plus grande est plus peut-être réservée sur ces sujets, mais partage complètement mes convictions, j'en suis sûre. Enfin, je ne vais pas parler à leur place. Tu testes tes convictions auprès d'elle pour voir ce qu'elle pense? Non, je préfère ne pas tester sur elle. C'est vrai? Mes convictions. Non, je leur parle de ce que je fais et j'ai toujours un vas-y, tu vas y aller, tu vas y arriver, mais je ne teste pas. Je pourrais tester un argument. Oui, j'ai testé un argument. J'ai dit, ton avis, si je te dis ça, qu'est-ce que tu en penses? Et je dois avouer que j'ai eu une réponse en disant, non, celui-là, il me plaît pas de ton argument, je trouve qu'il sonne faux. Et on avait changé l'argument. Voilà. C'est vrai? Donc c'était sympa. C'était une discussion qui était sympathique. Si j'oriente, si je te pose toutes ces questions, c'est que je me dis, est-ce que ça a compté dans l'engagement sur ces sujets sociétaux de Béatrice? Est-ce que le fait qu'elle ait 2 filles, est-ce que ça a compté? Est-ce que quand tu t'es dit quels sont les thèmes qui m'intéressent, est-ce que le fait d'avoir 2 filles et de penser à leur avenir et de penser à leur position dans la société, etc., notamment je parle de l'égalité, est-ce que ça a compté pour toi? Pas vraiment. Je crois que c'est pas le fait d'avoir 2 filles. Je trouve d'ailleurs que quand certains me disent « Ah oui, il faut avancer parce que moi aussi j'ai 2 filles », non. C'est pas parce que j'ai eu 2 filles. Je pense que j'avais envie d'avancer parce que j'ai vu des situations difficiles et j'ai constaté, c'était dans mon premier mandat, j'ai eu des retours de personnes où c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai pas fait ça pour mes filles parce que pour moi, elles étaient tranquilles dans leur vie, avec en famille, il y avait pas. Tu n'as pas transposé un problème familial sur ton engagement, quoi? Pas du tout. En aucune façon. J'ai vraiment fait parce que c'était ce sujet qui me tenait à cœur. Et Bon, toi-même, tu fais partie d'une famille de filles. Oui. Vous êtes 3 sœurs. 3 sœurs. Avec une maman qui a toujours été aussi une femme d'opinion. Oui. Quand même. Est-ce que ça a été le terreau de ton engagement? C'est quoi qui a fait qu'un jour tu as réalisé que, en fait, toi, engagement, ça voulait dire quelque chose pour toi? Alors, je pense que ça remonte donc à mon engagement directement, à mon élection en 2013 et mes premiers temps à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ouais. C'est mes premières discussions avec mes collègues. Et c'est là où, en fait, on en discutait tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place en principauté, sur les choses qu'on pouvait améliorer. J'ai pas dit que notre situation était
vraiment pire que aux autres pays, loin de là, je ne dirais pas, mais qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer. Donc je crois qu'en fait, c'est plutôt j'allais dire l'éducation. C'est pas l'éducation, c'est le fait d'échanger, l'échange avec des Chez autres. Les Rolfo, il y avait toujours des discussions. Quand même, hein. Il y avait des discussions parce que maman était, c'est vrai, quelqu'un d'extrêmement érudit. Scandinave d'origine, donc on a bien compris que à la maison il n'y avait pas ce côté patriarcat fermé, mais bon, toujours. Mais c'était une relation qu'ils avaient très respectueuse, de toute façon. Mais le fait qu'elle soit scandinave, est-ce qu'elle avait déjà cette approche? On sait que la Scandinavie est une région de l'Europe qui est quand même, alors pas un exemple, mais qui est quand même très avancée en matière d'égalité homme-femme. D'ailleurs, les premières ministres, alors si on enlève Margaret Thatcher, mais elles sont scandinaves. Est-ce que, surtout que ce sont des pays dans lesquels les premiers ministres sont les chefs de l'État, hein, enfin, en tout cas les chefs de gouvernement ont des rangs de chefs d'État. Est-ce que le fait qu'elle soit scandinave, dans la façon dont elle vous a élevé, ça s'est senti? Ça s'est senti de deux manières. C'est que les Scandinaves laissent les enfants aussi évoluer par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas des mamans poules et très fermées. Donc en fait, on a aussi un peu découvert par nous-mêmes des choses. Donc c'est vrai que sur une évolution d'enfant, moi, si au début je me plaignais, oh maman, elle est pas très présente quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte quand j'étais plus âgée que grâce à ça, je savais me débrouiller. Et j'ai su beaucoup mieux me débrouiller que certaines de mes amies qui étaient sous la coupe. Oui, sous la coupe d'une maman plus je dirais pas plus autoritaire, mais plus présente. Plus présente, voilà. Et donc, je crois que ça, c'est une éducation qui était différente. Mais ensuite, maman, elle lisait énormément, elle lisait les journaux. Donc, elle avait elle était cultivée, elle avait cette culture, elle avait cette envie de débattre un peu sur la politique étrangère et tout ça. Donc, c'était assez sympathique, hein. C'était sympathique. En même temps, ça n'a jamais été oppressant. Mais c'est vrai que les Scandinaves, moi, je me suis toujours dit, j'ai une maman scandinave et j'ai un peu regardé aussi les exemples, c'est vrai, dans le Nord, où je me disais, là, ils ont quand même évolué. On parle de la première présidente, c'est une Islandaise. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place par le Nord et qui ont pu aussi influencer finalement le Sud. Et puis moi. Oui, c'est peut-être. Alors, j'ai dans la tête un cliché. Hein, dans le Sud, les femmes sont plus soumises que dans le Nord. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a ce cliché qui a la dent un peu dure, comme on dit. Au sein du Conseil national, je crois, hein, sans savoir bien compter, mais il me semble qu'il y a presque une parité. Oui. Est-ce que ça se ressent dans vos débats? Le fait qu'il y ait cette parité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a est-ce que les avis sont partagés? Non, je dirais pas que les avis sont partagés avec une dissension homme-femme. Non, on a des avis qui sont partagés, mais qui sont sur les mêmes sujets. Il peut y avoir des hommes comme des femmes de chaque côté. Donc il y a pas du tout ce côté les femmes seront plus là. Maintenant, c'est vrai que les femmes on pousse quelquefois sur des sujets communs, voilà, par rapport aux hommes. Alors on va peut-être vouloir mettre en avant certains sujets, mais il y a des femmes qui sont très parce que souvent on a un cliché, hein, les hommes sur l'économie, les femmes sur le social. C'est vraiment un cliché. Le président de la commission sociale, je crois que c'est un homme, hein. Oui. C'est Franck Lebono. C'est Franck Lebono, hein. Et le président de la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Finance, on a un homme. Mais c'est pas ça. C'est que même dans nos discussions, il y a des femmes qui sont plus sur un domaine économique, etc. Et d'autres, et des hommes qui seront plus sur une approche, on va essayer de pousser sur des sujets sociétaux et tout ça. Donc c'est vraiment, il y a pas de clivage. J'ai pas l'impression d'avoir un clivage si tranché au Conseil national. C'est d'ailleurs sympathique parce que comme ça on s'entraide. Alors déjà, ce que ça dit de nous, de Monaco en général, c'est que cette espèce de dichotomie homme-femme n'existe pas.
Ou est-ce qu'elle existe? Elle peut exister. Je pense qu'on est après. Il y a combien de nationalités à Monaco aussi. Ouais, donc c'est vrai. il y a des cultures qui sont différentes, des coutumes qui sont différentes. Là, moi, il y a une chose où je m'interroge, mais qui était plutôt avec nos aînés. Elles ont souvent travaillé pour leur mari sans être déclarées, sans avoir de salaire. Donc, ce genre de choses que nous devons peut-être faire évoluer pour être sûr que si elle travaille parce qu'elle aide son mari artisan, ou l'inverse, ou pourquoi pas maintenant l'inverse, je pense qu'il faudrait vraiment être sûr que cette personne soit déclarée. Donc, c'est plutôt là-dessus, en fait, où on voit les choses qui se faisaient avant, qui doivent évoluer maintenant et faire remonter le rôle de la femme ou de l'autre. Hein. Et voilà, j'irais plus là-dessus pour arrêter avec ce cliché homme-femme et patriarcat. Si elles sont indépendantes. Oui, alors on a en ligne de mire la journée des droits des femmes. Ah oui. On a passé celle de lutte contre les violences faites aux femmes. La question que j'ai envie de te poser là-dessus, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose, ce sont encore des sujets sur lesquels il faut se battre? Oui, oui. Je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et je dirais que grâce à la signature, à la ratification de la Convention d'Istanbul, oui, qui est un moment important. Qui est un moment très important pour des élus et pour même des membres du gouvernement ou des associations qui sont très actifs pour lutter contre la violence à l'encontre des femmes. La ratification de la Convention d'Istanbul a été un point de départ. Il y avait déjà une loi, mais c'est un point de départ pour une mise en route de beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites, beaucoup de progrès mis en place par le comité, par le gouvernement, des textes de loi votés, même proposés par le Conseil national. Donc je crois, là-dessus, on a vraiment été en ordre de marche. Mais en revanche, c'est pas fini. C'est pas fini parce que il faut encore regarder les mécanismes d'aide, aider les personnes, les prises en charge, aider les personnes qui veulent porter plainte, être sûr qu'elles soient protégées. On en parlait avec Valérie Campora d'ailleurs, de cette problématique de la protection. Oui. En tout cas, cette nécessité de trouver un moyen aussi dans une communauté toute petite où tout se sait très vite, de protéger l'accès, en tout cas de faciliter l'accès à l'aide. Oui, parce que quand on parle de monégasques, elles sont généralement, elles peuvent être relogées rapidement, elles sont toujours maintenues sur le territoire, mais là, souvent, on parle aussi de résidentes. Mais il peut y avoir des hommes aussi, et donc je le dis quand même si 95% concernent des femmes. Mais oui, il peut y avoir des hommes qui sont victimes de violences, de harcèlement moral, pourquoi pas de contrôle. Donc je pense qu'il peut y avoir cette frange d'hommes qui est concernée. Il y en a, mais 95% sont généralement des femmes. Et souvent, il faut mettre en place une protection pour des résidentes qui dépendent du conjoint pour... c'est la violence financière, tu me parles de la violence pour la financière. Résidence, et oui. Donc, il y a des violences économiques qui sont aussi mises en place, où on ne donne pas la carte bleue, on ne donne pas... On ne donne pas suffisamment d'argent. On a interdit, entre guillemets, mais c'est quasiment ça, de travailler. Donc, elles n'ont même pas d'épaule financière ou d'indépendance pour pouvoir refaire leur vie. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi les violences physiques, les violences physiques avec ces femmes résidentes qui ne peuvent pas retourner vivre avec leur compagnon. Donc, c'est à chaque fois des histoires qui sont tristes, qui sont difficiles à gérer. Et je pense vraiment à ceux qui les reçoivent et qui doivent prendre ces dépositions et entendre tout cela, avec aussi tous ces trucs de harcèlement. Le harcèlement qui quand même, quand on y pense, ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. C'est constant. C'est constant. Là, actuellement, dernièrement, il y avait cette jeune femme qui était suivie par son ex-compagnon qui venait devant l'endroit où elle travaillait, qui se mettait en bas de chez elle. Donc, c'est compliqué à vivre après. C'est difficile moralement. Et ça, il faut que nous, je dis Monaco, la principauté, les autorités, nous fassions quelque chose pour venir en aide à ces femmes qui subissent ce genre d'agression morale, je dirais. Le rôle d'élu, ou en tout cas le quotidien d'une élue,
qu'elle soit ici à Monaco ou à la PCE, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est quand même de prendre en charge des dossiers qui sont difficiles. Hein. Oui. Je dois avouer que quand je suis arrivée en 2013 à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc je me suis impliquée tout de suite dans des sujets, et puis j'ai pris un rapport. Et mon premier rapport, j'en parle encore, et voilà, j'ai souvent les larmes aux yeux. Ouais. C'était les mutilations génitales féminines en Europe. Et oui. Là, en Europe, messieurs, dames, en Europe. En Europe. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. On rencontre des victimes, on rencontre des femmes qui ont été réparées, parce qu'il y a des chirurgiens qui réparent. On voit le fond. Je crois qu'on voit le fond. 2016, donc 10 ans, c'est toujours émotionnellement difficile pour moi, parce que c'est un truc finalement, voilà, tu me parlais tout à l'heure, la motivation. Quand je vois des choses comme ça, je me dis, il faut encore continuer, parce qu'il y a à Monaco, il y a des situations à Monaco qui sont difficiles, mais il y a aussi des situations, si on peut aider aussi en Europe, donc autour de nous. Et quand on parle Europe autour de nous, on parle aussi de ces 100, je ne sais pas combien de nationalités que nous avons à Monaco. Ouais. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas dans leur intimité. Nous ne savons pas si certaines jeunes filles sont pas renvoyées au pays pour subir une mutilation génitale féminine. Et ça, on le sait pas. On le sait pas. Alors, tu disais, j'ai pris un rapport. Prendre un rapport, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'intérieur de la PCE, il y a des gens qui seront désignés pour travailler sur des sujets, c'est ça ? C'était au sein de la commission égalité non-discrimination. Il y avait cette proposition de résolution, et j'ai demandé à être le rapporteur, et mes collègues m'ont fait confiance. Voilà, donc j'ai été rapporteur. Ils ont quand même rapidement vu qu'ils pouvaient compter sur quelqu'un, là. Oui. C'est un rapport, c'est à peu près 18 mois. On se déplace. On traite le sujet avec les informations qu'on a, puis on fait des déplacements pour aller voir un peu comment ça se passe à l'étranger. Donc dans ce cadre-là, j'étais allée à Londres, j'avais visité les hôpitaux, j'ai visité aussi le commissariat de police, la justice, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient en Angleterre pour empêcher ce genre de choses, parce que eux, ils ont une communauté aussi qui est très polyglotte, très polyculturelle, en tout cas, très diverse. Et puis on était allé à Paris, justement, dans cet hôpital où ils réparaient ces femmes. Et c'est la joie pouvoir réparer, et de se dire, je suis de nouveau une femme entière. Et il y avait cette femme qui m'avait dit, ça m'avait extrêmement touchée, elle m'avait dit, non, je l'ai pas dit à ma mère, parce que je pense, elle devait avoir 55 ans. Je l'ai pas dit à ma mère parce que je pense qu'elle aurait été contre le fait que je sois réparée. Pour dire quel est le poids quand même de la culture, de la tradition sur certaines personnes, et c'est quelque chose que nous n'avons pas à vivre. Et je dois avouer que après ça, j'ai dit à mes filles, soyez heureuses, vous êtes nées en Europe, vous êtes nées, et plus particulièrement, vous êtes nées à Monaco. Oui, c'est ça. Je dis, mais bénissez de tout le monde, remerciez tout le monde, vous êtes dans un pays. Alors c'est vrai hein, que quand on parle de Béatrice Fresco-Rolfo à Monaco, et qu'on parle de son engagement politique, le mot qui revient le plus souvent, c'est bienveillance. Est-ce que ça t'étonne ? Non. Ça me fait plaisir, j'espère donner cette image. Oui, j'essaye d'être bienveillante. C'est pas seulement une image. C'est les prises de position. Je pense que les gens qui s'expriment aussi en fonction de ce qu'ils reçoivent comme information. Hein. Il y a aussi des prises de position. Il y a aussi, on parlait récemment. Je crois que tu as évoqué l'adoption pour les foyers homoparentaux, et tu as évoqué quelque chose à la tribune en disant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Dans tout ce dossier, on oublie une seule chose, c'est l'enfant. Moi, il y a une chose qui me perturbe, c'est qu'un enfant puisse perdre un parent en traversant notre frontière.
Parce que c'est exactement ça. Ouais. Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il ait toujours ses deux parents, quels qu'ils soient. Mais en tout cas, ceux qui ont choisi de l'élever. Ceux qui ont choisi de l'élever. Mais qui ça dérange? Ça ne dérange personne. Cet enfant, il a le droit d'être aimé comme les autres, d'avoir un cadre familial comme les autres. Et pour moi, c'est révoltant qu'on ne puisse pas considérer le deuxième parent comme existant. Donc, schématiquement, pour expliquer, prendre un exemple, on a un couple homoparental, que ce soit femme ou homme d'ailleurs, peu importe. Disons deux femmes, comme ça on va être plus explicite. Plus explicite. Il y en a une qui a conçu l'enfant, qui l'a porté, et l'autre qui ne l'a pas porté. Admettons, par une malchance et un malheur terrible, que celle qui l'a porté disparaisse. Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'il advient de l'enfant ? Puisque finalement, celle qui ne l'a pas porté, ce que tu expliques, c'est qu'elle n'a pas de droits parentaux sur l'enfant. À Monaco, elle n'en a aucun. Alors, tout le monde me dit, vous inquiétez pas, Madame Fresco-Rolfo, les juges entendent les raisons. Mais si les grands-parents de l'autre côté n'entendent pas du tout, rien du tout de cette relation, ils vont se battre pour récupérer un enfant et ne pas laisser l'autre maman y avoir accès. Mais ça, on parle donc en cas d'horreur, parce que c'est une horreur de perdre un des parents. Mais sachant que quelquefois, elles sont reconnues, par exemple, en France. Elles sont mariées en France et les deux sont reconnus en France. Donc, il faudrait arriver à déplacer peut-être l'enfant là-bas. Et je trouve que c'est dommage. Tout ça, c'est dommage. Parce que ça laisse l'enfant dans ce déséquilibre, dans cette... c'est potentiellement des drames qu'on peut rééviter, voilà, c'est ça potentiellement des drames. Ensuite, admettons que la maman biologique soit en déplacement, je ne sais pas où, pour son travail, l'enfant a un accident, amené à l'hôpital, l'autre maman n'a pas de droit, ne peut pas donner son avis, son consentement médical pour quelque chose sur son enfant. Il y a toutes ces situations qui ont été relevées plusieurs fois par l'association Mon Arc-en-Ciel. La crèche, aller récupérer son propre enfant à la crèche, ça devient des formulaires administratifs qui sont extrêmement longs. C'est à remplir. J'ai parlé la dernière fois aussi, même chose sur les droits de succession. Un enfant ne paye pas de droit de succession pour hériter de ses parents, mais là, il paierait un droit de succession sur l'autre parent, sur la deuxième maman ou le deuxième papa. Et je trouve que du coup, on crée une inégalité. Et ça, je pense que je pense que nous sommes plusieurs à penser que c'est extrêmement dommage et dommageable pour la principauté. Est-ce que alors, c'est dommage pour la principauté, pour ses enfants qui seraient susceptibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas la possibilité d'avoir de recours ? Je ne sais pas, justement, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement en séance publique. Je dis, il faut agir, il faut trouver une solution. Moi, comme solution, j'avais trouvé l'adoption. Encore faut-il que nos textes autorisent l'adoption. Normalement, oui, parce que je pourrais adopter l'adoption pleine, tu veux dire. Pleine, même pas pleine. Même pas pleine. Même pas pleine. Commençons par le commencement. Même pas pleine. Histoire que, au moins, l'autre maman, l'autre papa ait un droit. Puisque, de toute façon, moi, je pourrais adopter, si j'avais envie, l'enfant d'une amie à moi, même en couple, etc. Si elle le veut bien, je pourrais le faire. Donc, il faut juste maintenant s'assurer que leur situation maritale, le fait qu'ils vivent ensemble, etc., ne porte pas ne fasse pas obstacle à cette adoption. Ça, c'est la seule chose que j'ai demandé au gouvernement, de s'y pencher et de la rendre beaucoup plus simple, que ce soit rapide. Il y a quand même des moyens sur cette route, parce que là, je t'entends parler de ce qu'il faudrait faire et de ce qui est nécessaire, et je me rends compte que sur cette route-là, tu identifies les étapes qui permettent de le rendre possible, en fait. Ça veut dire que tu y vas pas à pas, ou en tout cas, tu intègres le caractère et la nature même de la société dans laquelle tu vis pour le rendre possible. Est-ce que c'est toujours facile de faire ça ?
Non, quelquefois, on a envie de ruer dans les brancards, mais... Parce que moi, je suis un peu jusqu'au boutiste, par exemple. Mais je me dis, c'est tout ou rien, quoi. Ouais. Et en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut avoir tout en n'ayant pas tout, en fait. Bon, allez, je mens sur moi-même. Parce que mon souci, c'est que des vrais politiques, je pense les vrais politiques, savent beaucoup mieux négocier que ce que je sais négocier. Parce que moi, malheureusement, je vais tout droit. Je fonce. Mais quelquefois, je me suis rendu compte et j'arrive à m'auto-réguler en me disant, Béa, vas-y mollo, essaye de demander plus logiquement quelque chose pour essayer d'arriver à un compromis, ce qui est, in fine, ce qui va nous donner un résultat. Et ça, je dois avouer que c'est plus facile maintenant que ce n'était avant, même si... C'est le métier qui est rentré. Oui, voilà. Même si... Alors c'est drôle parce que c'est mon mari qui m'a dit tu es une politique un peu spéciale, hein, parce que il me dit tu fonces trop vite. Donc voilà, il me disait ça. Il me dit tu es trop entière aussi. Tu n'arrives pas à trop donner. Je suis trop entière sur certains sujets et c'est vrai que quelquefois, on essaye de me calmer. Alors, c'est vrai qu'au Conseil national, il y a des gens qui sont un peu plus, qui me disent, écoute, on va y aller doucement, mais on va l'obtenir. Ils essayent de me retenir. Alors, c'est plus facile quand on travaille sur une intervention, parce que l'intervention, quand on l'a fait la première fois et que les gens disent non, doucement, doucement, doucement. Donc, on temporise, on a le temps de temporiser. Mais quand on est pris... là, tout de suite, qu'il faut répondre dans un débat, quelquefois, c'est plus difficile parce qu'évidemment, le caractère, mais moi, tout ce que je vous demande, c'est ça. Donc, on va pas tourner en rond autour du pot pendant 3 heures, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien. Alors, allons-y, c'est oui, c'est non. Si c'est non, je serai là. Si c'est oui, peut-être, voilà, ben on va négocier comment ça se passe. Donc, c'est quand tu fais tes courses, quand tu sors en ville, est-ce qu'on te parle de ça ? On m'a parlé dernièrement sur toutes mes dernières interventions et sur tous les derniers combats qui ont été portés. Et je pense, et ça concernait donc l'avenir de ces enfants de familles homoparentales, mais aussi l'IVG. Ouais. Sur l'IVG, ça a été, c'est quelque chose qui a été un peu incompris, je pense, justement par ces aînés, par ces femmes auxquelles on avait discuté, qui elles avaient vécu des choses. Et oui, elles ont vécu dans leur chair. Elles l'ont vécu dans leur chair. Elles l'ont vécu. Elles n'avaient pas de facilité. C'était compliqué. Et ça, je dois avouer que ce sont des sujets. Oui, on nous arrête dessus pour dire bon, c'était bien tenté. Faudra continuer. Hein. Faudra pas lâcher. Voilà. Non. Et oui, parce que tu parlais justement de ces sujets sur lesquels on fait des marches arrière. Et l'IVG en fait partie. En Europe notamment, mais pas seulement, dans le monde, c'est quand même Finalement, on peut saluer l'initiative de la France de l'avoir protégé à ce point, constitutionnellement. Quoi. Constitutionnellement, c'était quand j'ai vu ça, j'ai regardé à la télé, j'ai dit mais c'est incroyable, ils l'ont mis dans la Constitution parce que justement. Je pense qu'ils avaient peur de toute cette montée qui est dans les pays de l'Est, etc., où on commence vraiment à interdire ça. Tu le sens à la PCE, ça ? Oui, on le sent beaucoup. On sent beaucoup la montée des conservateurs. En fait, l'arrivée des conservateurs qui sont de plus en plus puissants, ça devient un groupe puissant au sein de la PCE. Oui, un groupe puissant au sein de la PCE. Les socialistes sont toujours les premiers. Ensuite, il y a le PPE, donc qui est plutôt de droite, les conservateurs, l'ALDE, dont je fais partie, les libéraux. Et puis, loin derrière, il y a l'extrême gauche, je dirais, là. Donc, en ordre de poids en poids. Mais les conservateurs ont pris beaucoup de place, même s'ils n'ont pas une voix majoritaire pour l'instant, puisque dans ces cas-là, il y a les autres qui font front aussi sur certains sujets, quand on veut avancer sur les sujets sociétaux. Alors, là, dernièrement, ma commission avait présenté une résolution sur... l'interdiction des thérapies de conversion
coule de sens, voilà, qui est interdite dans de nombreux pays. Mais là, c'était vraiment pour pousser pour que ce soit légalement interdit dans beaucoup de pays. Et ils ont tous les amendements qu'ils ont faits ne sont pas passés. Ils ont demandé un retour du texte en commission qui n'a pas été accepté parce que, évidemment, la présidente a décidé qu'on le maintenait, c'était moi, en plénière, et il est passé. Le texte est passé. Donc, on le voit quand même, cette tentative de blocage sur une protection, parce que c'était une protection. Les thérapies de conversion, ça reste quand même une torture psychologique à la base, physique quelquefois, et psychologique. Donc, ça coule de sens de les interdire. Oui. Enfin, tout ça coule tout ça fait du sens, tout ça coule de source, tout ça. Voilà, mais ce dont on se rend compte, enfin moi, ce que j'entends, c'est que faut rien lâcher, quoi. Rien. C'est quand même. Je pensais que notre monde était plus bienveillant que ça, en fait. Il n'est pas bienveillant, et je pense que les droits des femmes sont mis à dure épreuve. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des femmes conservatrices qui sont contre le maintien de ces droits. Mais je crois qu'elles oublient souvent, quand elles arrivent à des hauts postes comme ça, elles oublient souvent que des femmes avant ont dû se battre pour qu'elles puissent y arriver. Et là, je vois un retour en arrière dans certains pays, surtout l'Europe de l'Est, retour en arrière. Ça fait peur parce que j'ai peur que ça arrive jusqu'à nous, en fait. Là, je m'accroche, je m'accroche dur et ferme, en me disant, en espérant, non, ça ne reviendra pas chez nous, parce que pour l'instant, on tient bon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Les familles surtout. Alors, il y a beaucoup d'attaques sur les droits LGBTI, mais pourquoi ? Parce qu'on a toujours besoin d'attaquer quelque chose quand on n'est pas économiquement fort, politiquement bien implanté, etc. On trouve un point d'attaque, et là ils ont trouvé les droits LGBTI dans certains pays parce que c'est plus facile de les attaquer. Et avec ça, on met aussi un petit peu d'interdiction. Surtout, les plus grands sujets restent quand même l'IVG, c'est ça, sur le droit du corps. Donc, ce sont pour moi des manœuvres politiciennes et pas belles. Effectivement. Et d'ailleurs, je me dis, c'est une année importante, 2026 pour Monaco, puisque nous allons prendre Monaco va prendre, nous, la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est une grande première. C'est une première tout autant que le fait qu'une monégasque soit à la tête d'une commission de la PCE. Mais c'est une grande première. Est-ce que pour l'élu que tu es, ça va être un temps d'action supplémentaire ? Ça va être un grand moment. Ça va être un moment fort. Il faut savoir que du coup, comme Monaco prend cette présidence avec un agenda qui est exercé, je le rappelle, par Isabelle Béraud-Amadei et le département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement. Oui, elle va être reçue d'ailleurs à plusieurs reprises à la PCE. Donc il y a un agenda qui est bien rempli. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être développés que Monaco a choisi, et j'en suis très très heureuse parce que ce sont des thèmes comme le sport, l'éducation, l'égalité, qui pour moi sont excellents. Mais du coup, ça fait 2 ans que je fais partie du bureau au titre de ma casquette chef de délégation de la délégation à la PCE. Donc je fais partie du bureau, donc j'ai pu écouter, participer aux décisions qui sont prises par le bureau depuis 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, parce que ça dure à peu près 2 ans. Donc c'est évidemment pour l'élu, c'est quelque chose de supplémentaire, parce que là, dans ce bureau qui est assez réduit, on a aussi un contact avec nos collègues. Donc on peut aussi faire passer des messages, et donc c'est vrai que c'est bien. C'est pour l'élu, c'est extraordinaire. C'est une très belle expérience. J'ai beaucoup de chance de faire partie. C'est un hasard du calendrier qui tombe.
mais extrêmement bien pour moi. Je suis honorée et heureuse. Justement, en politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de chance sur le moment où on arrive sur certaines scènes, ou le moment où on s'empare de certains dossiers? Il y a de l'intuition, il y a certainement de la propos, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de chance? Beaucoup, je pense beaucoup. Il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi d'arriver, voilà, comme tu l'as dit, d'avoir pu placer son idée au bon moment. Donc il y a tout. Il y a du travail et de la chance. Je crois que c'est ça. C'est un peu la politique, c'est toujours ça. La politique, c'est un peu toujours ça. Toujours ça. Voilà. Oui, c'est sûr. Hein. Est-ce que faire partie d'une coalition, hein, puisque l'Union, qui était donc là, le rassemblement de toutes les mouvances politiques de Monaco, à l'aune de ce mandat dans lequel vous êtes engagé, est-ce que le fait de faire partie de cette coalition c'est aussi le fruit d'une persévérance, d'une dynamique, d'un travail. Comment ça se vit? Parce que tout le monde se dit comment, quand on a été adversaire, on peut devenir ami. Enfin, ou en tout cas, coéquipier. Coéquipier. Alors moi, je suis toujours partie du principe que personne n'avait tué personne. Voilà. Donc déjà, je pense que sur ce coup-là, on peut commencer à travailler ensemble. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, j'ai été dans la minorité. Les premières années, c'est jamais facile, mais on a beaucoup travaillé au sein des commissions avec Jacques Ritt à l'époque. Hein, c'était sous la présidence de Stéphane Valéry. On n'a jamais fait blocage, je pense pas. Je fais blocage peut-être sur un texte qui me plaisait pas, mais mes collègues en rient encore. Saurait mentir. Voilà, mes collègues en rigolent encore. C'est ça. Mais on a fait de nombreux amendements et ça, mes collègues pourront facilement le confirmer. On a fait énormément d'amendements avec Jacques Ritt à l'époque pour améliorer les textes. Ouais. Donc, on a toujours travaillé consciencieusement pour travailler pour améliorer les textes et pas pour bloquer. Et souvent, nos amendements sont passés. Ça veut dire que ça allait, en général, du bon sens avec l'arbitrage de Stéphane. Après est arrivée la Covid, donc on a appris à travailler un peu plus ensemble après la Covid, voilà, pendant la Covid et après la Covid. Alors, l'union, c'est sympa. L'union, c'est sympa parce qu'il y a des gens, en fait... C'est des mots qui marchent bien ensemble. Oui. L'union, c'est sympa. L'union, c'est très sympa. Il y avait des gens qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on voyait en commission, qu'on connaissait bien entendu, parce que soit on est allé à l'école avec, soit on les a rencontrés, soit on a dîné, un cocktail, bon, peu importe. Monaco, c'est Monaco. Mais voilà, ça reste Monaco. Qu'on avait vu en commission un petit peu travailler, mais là, c'était sur 2 parts différentes, majorité, minorité, voilà. Et qu'on découvre d'une autre manière. Donc, c'est ça qui est sympa. Et ensuite, comme il y a une dynamique, c'est ça que tu dis. Oui, il y a une dynamique, et puis il y a un débat d'idées. Du coup, quelquefois, on n'était pas d'accord, donc on essaye de se faire changer d'avis. Alors, ça ne marche pas du tout, parce que, évidemment, nous sommes des latins. Chacun son idée. Voilà, donc têtus comme des bourriques, mais c'est sympa, du coup, parce que ça donne un peu du peps à ce qu'on fait. Et moi, j'adore. Moi, j'adore. Voilà, j'adore cette union. J'adore discuter avec mes collègues. En fait, j'adore cette union parce que je pense que je suis profondément une grande démocrate et que je trouve que les sujets, on peut les débattre, on peut essayer de se convaincre, mais en fait, il faut respecter les autres et respecter qu'ils aient des idées différentes. Et ça... Une vraie femme politique, en fait. Non, je pense pas. Les femmes politiques, je pense qu'elles veuillent ramener tout à leurs idées. Moi, non. Moi, j'aime bien quand les gens, ils pensent différemment. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut... toi, tu peux aimer le sirop de grenadine et moi, le sirop de menthe. Et ben, c'est pas grave. Toi, tu diras c'est meilleur le sirop de grenadine. Et moi, je dirais c'est meilleur le sirop de menthe. Bon, voilà. On va discuter pendant 10 minutes et après, c'est pas grave. Donc, ça, j'ai pris vraiment un exemple basique, mais je trouve que c'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. Je serais tentée de te dire, finalement, c'est nos institutions qui le permettent. Parce qu'il y a quand même une stabilité qui est assurée. Donc, on peut se permettre de débattre. Oui. Alors, c'est une opinion strictement personnelle, mais c'est quand je t'écoute, je me dis, finalement, on a tendance à dire, quand on connaît pas bien Monaco, qu'il n'y a pas de débat, mais en fait, finalement, si ces institutions stables nous permettent d'en avoir un.
mais moi je suis une fervente supportrice, je sais pas comment on dit, de nos institutions, parce que je pense que c'est très très bien fait. C'est vraiment quelque chose qui est une base pour Monaco et qu'on puisse se développer. Alors il y a toujours des choses qu'on pourrait arranger, améliorer, bien entendu. Si on demande quelque chose, j'aimerais bien que le gouvernement puisse s'exécuter pratiquement tout de suite. Mais ça, ça c'est la politique qui parle. Bon, c'est pas dans les faits tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que de pouvoir débattre et de pouvoir échanger, quand on n'est pas d'accord même avec le conseiller de gouvernement, essayer de le convaincre, voilà, lui aussi ou elle aussi, que finalement on pourrait peut-être faire un petit pas vers l'un, un petit pas vers l'autre. Finalement, c'est ça nos institutions. C'est toujours motivant, c'est engageant. Tu dirais que ces distances courtes, tu es en train de dire ça, la distance en fait entre un élu et un ministre, conseiller de gouvernement et ministre, elle est quand même très courte, outre que physiquement c'est de l'autre côté de la rue, mais il y a aussi cette... Si on se compare à des grands pays, on parlait des pays scandinaves notamment, tous les parlementaires scandinaves n'ont pas un accès direct à un ministre, un portefeuille comme ça. Nous sommes que 24 aussi. Nous sommes que 24 dans un territoire contraint où, de toute façon, on va se rencontrer à un moment donné ou à un autre, que ce soit au marché ou à un événement. Ouais. Donc, de toutes les manières, je pense que le lien se fait. Après, moi, ce que j'apprécie aussi dans nos institutions, c'est que le président du Conseil national, lui, a un lien direct. Ouais. Il passe un coup de téléphone, il voit, il négocie. Et ça, je dois reconnaître que Thomas Brézot, pour ça, est excellent. Il arrive souvent à convaincre et à obtenir des choses pour le Conseil national. Et du coup, dans l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui est permis aussi par nos institutions. C'est bien, c'est un avantage, j'aime beaucoup. Oui, c'est un avantage. Tu parlais d'intérêt général. Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, on arrive quand même à le garder en ligne de mire, cet intérêt général ? Oui, enfin... Ça dépend, parce qu'il y a mes sujets qui ne sont pas complets, du coup, qui me motivent encore pour rester, de toute façon. Mais, donc, je dirais, non, mais c'est de l'intérêt général, il faudra avancer sur ces sujets. Mais je crois que on peut pas dire que y ait des difficultés quand on doit apporter de l'aide socialement à des monégasques ou à des résidents. Je crois que là, le gouvernement et le Conseil national, parce qu'on vote les budgets quand même, on fait quand même beaucoup de choses pour notre population. Aussi pour nos travailleurs. Donc je pense que l'intérêt général de Monaco, oui, mais maintenant, améliorer certaines petites choses qui, mis bout à bout, sont dommageables, mais certaines petites choses, petit à petit, elle en vient de parler de ses enfants, des enfants, oui, d'autres en tout cas, choses. Les plus fragiles à Monaco, ont des représentants. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, voilà. Ils sont fragiles, mais ils sont quand même aidés. Et donc, c'est bien. Donc, là-dessus, l'intérêt général, je pense que c'est bien. Après, nous avons aussi beaucoup de challenges, Monaco, non seulement qu'avec Monéval, donc cette liste grise qui nous enquiquine tous. Mais ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma matière. Je le dis et je le répète, tout ce qui est finance, ce n'est pas pour moi. Je laisse ça à d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Moi, je reste vraiment sur les avancées sociales et sociétales. Je reste dans mon sujet, même si je m'intéresse au reste. Voilà, c'était ma question. C'est possible ça, quand on est dans une assemblée, c'est possible de ne pas s'intéresser au dossier des autres ? Non, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, c'est impossible. D'ailleurs, je dois avouer, je vais avouer quelque chose, c'est que là où je m'éclate le plus, moi, c'est en commission, quand on discute de textes. On discute de problématiques. C'est là, bien, ça, parce que c'est des choses auxquelles les gens ne participent pas. Il y a des débats publics, il y a des séances publiques, mais les commissions ne sont jamais publiques. Non. Et là, je m'éclate. Là, pour moi, aller en commission, c'est un grand bonheur. C'est généralement entre midi et 2 ou le soir. Ça m'amuse plus, évidemment. C'est là où le travail se fait que d'aller en séance publique pour voter le texte. C'est important de voter le texte. C'est important d'être là. Mais c'est un acte, oui. C'est un acte. Mais on a déjà débattu des sujets, on a déjà lu le rapport, voté le texte. Mais ce qui était en amont, où le président de la commission essaye de nous convaincre que peut-être cet amendement, on ne va pas le mettre, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est là où tout le travail se fait. Et là, je dois avouer que il n'y a pas une seule commission qui ne m'intéresse pas.
Donc, même si je même si ne ce ne sont comprends tes pas dossiers. à 100%, et si je comprends que 75% du sujet traité, je m'amuse. Enfin, je m'abuse pas. C'est pour moi un enrichissement aussi. C'est tout. Je suis enrichie en participant à ces commissions, en écoutant mes collègues qui connaissent plus le sujet. C'est toujours intéressant. Donc tu me dis qu'on peut faire de la politique par plaisir aussi. Ah oui. Mais d'ailleurs, on fait de la politique, je pense, par plaisir. Enfin, moi, je le fais par plaisir. Parce que si c'était par déplaisir, ça fait longtemps que j'aurais jeté l'éponge et je serais retournée ailleurs. Je serais allée ailleurs. Marie seulement. Voilà, chez Sœur Marie seulement. Non, je trouve qu'on fait de la politique parce qu'on est motivé aussi, mais parce que oui, c'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose, de se dire j'ai fait quelque chose pour mon pays aussi. J'ai fait quelque chose pour les gens. J'ai fait quelque chose parce que ça améliore le quotidien de X personnes. Voilà. Donc oui, c'est un plaisir. Alors justement, parlons plaisir. Si j'avais une baguette magique là, qu'est-ce que tu me demanderais? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que présidente de commission, je dirais à la tête, mais en tout cas porte-drapeau, je dirais, de sujets sociétaux qui sont pile dans l'air du temps, en tout cas qui sont d'une modernité avérée, élu plusieurs fois, parce que réélu, je dirais, réélu, c'est quand même quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh là là, j'ai tellement de choses, la liste est trop longue. La fin des violences. Attends, c'est ça le but du jeu. Hein. Oui. C'est quand je dis, tu te souviens, hein, quand on était petite, la baguette magique, elle peut pas exaucer 18 souhaits, elle peut en exaucer que certains. Que certains, non, mais c'est toujours les sujets. Moi, je rêve je souhaiterais que tout continue quand même à Monaco, que nous sommes un beau pays avec de belles institutions, avec une éducation, un système éducatif qui est reconnu, avec un progrès social qui est incroyable. On parlait tout à l'heure, mais très vaguement, peut-être c'était entre nous, le handicap, sur les personnes en situation de handicap. Je pense que on a quand même beaucoup agi là-dessus et je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais probablement. Mais je pense que, voilà, donc à la limite, que ça progresse, mais que ça continue, qu'il n'y ait pas je sais pas comment, voilà, qu'il n'y ait pas de cassure, qu'on puisse améliorer les choses, mais surtout pas de cassure. Notre pays est magnifique. Et tu sais, je vois bien dans ton sourire que toi aussi, tu te penses notre pays est magnifique, même s'il y a des choses à améliorer. Notre famille souveraine fait un travail exceptionnel dans son ensemble. Je parle de notre souverain, de la princesse Charlène, mais des sœurs aussi, de leurs deux sœurs. Et je pense que ça, c'est un bel exemple et c'est la garantie de nos institutions et de notre stabilité. Eh bien, merci Béatrice. Merci d'avoir trouvé du temps dans cet emploi du temps quand même extrêmement chargé. Et puis bonne route en 2026 à la tête de cette commission. Jusqu'à la prochaine fois. Merci Geneviève, à bientôt, j'espère. À bientôt.